Alors, je vais vous parler de ce qu'on appelle en linguistique un faux ami, qui est la liberté d'expression. Et ce faux ami s'incarne merveilleusement bien dans J.D. Vance, le vice-président des États-Unis d'Amérique, qui a fait un discours tonitruant il y a de ça 4 mois à Munich, et un discours qui a été passablement glissé sous le tapis. Une quantité de journalistes qui se sont appliqués à analyser le discours de J.D. Vance en long, en large et en travers. Mais alors, curieusement, il y a des morceaux du discours qui n'ont absolument pas retenu l'attention de nos amis les journalistes. Celui-ci a quand même fait du bruit. Pour J.D. Vance et pour les Américains, l'Europe s'éloigne de certaines de ses valeurs les plus fondamentales. Et c'est des valeurs qu'elle a en commun avec les Américains. Et on va essayer de comprendre ensemble de quoi il parle. D'abord, un constat qu'on faisait à l'instant. L'atlantisme qui a commencé en 1944 a été une lente colonisation culturelle et technique et dans tout un tas de dimensions, mais notamment culturelle. Ça a commencé avec le Coca-Cola et les chewing-gums au lendemain de la guerre. Ça s'est étendu avec Hollywood, qui était le plus bel outil de soft power américain jamais imaginé, jusqu'au jour où ils ont trouvé mieux, les plateformes de réseaux sociaux, avec derrière un fondamental de la démocratie américaine, qui est le premier amendement. Ils ont, à travers Facebook, Twitter et Instagram, offert le premier amendement à la terre entière. Commencé par la Tunisie, vous connaissez la suite. Et puis, après avoir été totalement extatique sur cette colonisation du premier amendement, on est passé à autre chose. Alors, pour rappel, en France, et certaines slides que je vais faire très rapidement, en France, on n'a pas de premier amendement. On s'appuie sur 3 choses qui sont l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, dans le préambule de notre belle Constitution, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, et puis évidemment la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Autant dire qu'on a un corpus juridique hautement fourni, tout est absolument codifié. Revenons sur J.D. Vance, et sur ce passage que absolument personne dans la presse française n'a commenté. Il trouve qu'en Europe, on fait œuvre de censure numérique au nom de la défense de la démocratie. Et ça, personne n'a relevé. Personne ne s'est dit, mais censure numérique, de quoi il parle? En pratique, il parle d'un truc qui est absolument incompréhensible pour les Français si on ne revient pas à un épisode qui a été passablement, lui aussi, passé sous silence de la politique américaine, qui date de 2022, qui sont les Twitter Files. Et j'imagine qu'ici, personne ou presque n'a entendu parler des Twitter Files. Alors, qu'est-ce que c'est? Les Twitter Files, en 2022, Musk rachète Twitter, ça, vous en avez tous entendu parler. Ça a fait énormément de presse. Et Musk décide d'ouvrir les archives de la messagerie de l'entreprise à une sélection de journalistes. Et ces journalistes vont documenter la participation de Twitter dans les années qui ont précédé à une multitude impressionnante de scandales qui vont défrayer la chronique, mais pas la presse. Je vais vous les faire dans le désordre. Le fameux laptop d'Hunter Biden, qu'on a fait passer pour une opération des Russes et qui, s'il avait été regardé avec suffisamment d'attention en temps et en heure, aurait certainement hypothéqué la candidature de Joe Biden. Alors, dans le laptop d'Hunter Biden, Hunter, c'est le fils, qui a une vie très, très, très décousue à Kiev, dont la moitié consiste à ingérer de la drogue la plus dure qui soit. L'autre moitié à profiter des péripéticiennes locales, mineures si possible. Et le tout en se photographiant et à force de moult selfies, eux-mêmes stockés sur le laptop d'Hunter Biden. Et puis, il avait aussi des relations d'affaires étonnantes, extrêmement grassement rémunérées, avec des oligarques locaux, qui, à en croire les échanges de mails qui étaient sur le laptop, consistaient essentiellement à acheter le fils de son père. Ça a disparu, ça a été étiqueté comme étant une opération russe, et on a glissé ça sous le tapis durant la campagne présidentielle américaine. Autre chose, la défaillance totale de la gouvernance interne de Twitter, où les équipes de modération ont littéralement pris le contrôle. Ça, c'est très drôle, je raconte ça dans les écoles de commerce.
C'est assez amusant, on se croirait en France où la CGT tout d'un coup prend le contrôle d'une entreprise. Ça arrive en France, ça n'étonne personne en France. De la part de Twitter, dans une entreprise cotée sur le Nasdaq, c'est plus étonnant, mais c'est clairement ce qui s'est passé. Les équipes de modérateurs, qui étaient très San Francisco, très woke, ont littéralement pris le contrôle et imposé leurs règles politiques à la direction. C'était avant le rachat de Musk ? Avant le rachat de Musk. C'est ces mêmes équipes qui ont été foutues à la porte avec une telle violence. Ensuite, on apprend l'élimination de très nombreux comptes de républicains, y compris des élus, présentés comme des bots russes par le FBI. Et puis on apprend la collusion entre le FBI, des médias, des ONG, dans le but d'exercer une pression sur Twitter afin d'obtenir l'invisibilisation de tout un tas de discours républicains et de tout un tas de comptes républicains. Et oui, mais vous n'avez pas la bonne information. Et on apprend enfin que c'est une pratique qui a commencé à se développer à partir de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2016 et qui a commencé à vraiment devenir ubiquitaire sur la plateforme à partir de 2018. Et effectivement, comme vous venez de le remarquer, vous ne saviez pas tout ça parce qu'en France, on n'a pas de médias. C'est ce qu'on appelle une mute news. Alors, une mute news, je suis sûr que vous êtes tous tombés sur des mute news. Ce n'est pas les fake news, c'est des vraies news, mais sur lesquelles la presse va être excessivement discrète. Mais comment on les connaît alors? En ayant des bonnes sources d'information, en sachant où trouver l'information, ou en allant voir des conférences de couillons dans mon genre. Ou de temps en temps des interventions télé où je sors une punchline en 1 minute 50 qui fait que... Sur quelle chaîne les sources d'information? Ouais, bien sûr. Parce qu'évidemment, la première chose qu'on peut se dire, c'est « Ah non mais attends, c'est une théorie conspi, tout ça, c'est invraisemblable ce que raconte ce garçon. » Alors le problème pour la théorie conspi, c'est qu'il y a eu des auditions parlementaires par la suite, hein, forcément un tel scandale. Les parlementaires, comme en France, et d'ailleurs nous allons regarder ensemble des auditions parlementaires, comme en France, elles sont enregistrées et disponibles en ligne, si jamais vous avez le moindre souci. Il y a des centaines d'heures d'auditions parlementaires sur le sujet, non seulement chez Twitter, mais également chez Facebook, chez YouTube, chez tout le monde. Vraiment, ils ont passé tout le monde au crible. Donc vous avez tout ce que vous voulez, les journalistes qui ont fait les Twitter Files, les responsables des grandes plateformes, des députés qui ont témoigné, des agents du FBI qui ont témoigné. Des centaines d'heures de vidéos à votre disposition, ainsi plus d'une centaine d'articles, hein, des journalistes qui ont épluché les Twitter Files et qui sont très intéressants, malheureusement qui sont derrière un paywall. Et puis si ça ne vous convainc pas, vous avez un rapport du Sénat américain en bonne et due forme. Quel rapport avec la photo de Woody Reichstad? Le spécialiste français incontesté du complotisme. Et vous allez voir que question complotisme, ça va chauffer. Également le fait que quand c'est sorti, c'était grosso modo la façon dont on a fait taire cette affaire. En disant que c'est des théories complotistes. Que c'était, alors aux États-Unis, le terme était nothing burger, genre circulé, rien à voir. Et en France, oui, il y a eu pas mal de tentatives. Alors pas de Rudy, il faut être honnête parce qu'il n'est pas con à ce point. Mais il y a eu pas mal de tentatives pour dire non, c'est des théories conspi, tout ça, ça n'a aucune importance. Je vous recommande la lecture des articles, à part ceux qui m'ont accordé une interview, des articles de l'époque de la presse française, vous allez voir à quel point ça n'a aucun rapport avec ce que je viens de vous raconter. Bref, aux États-Unis, la confiance dans les médias s'est juste effondrée, au point qu'aujourd'hui, la majorité des Américains prennent leurs informations depuis les médias sociaux. Les médias américains ont, pour ainsi dire, disparu. Ils existent toujours en tant que société, mais MSNBC est sur le point de fermer, NPR, qui est le service public, a des audiences ridicules. On n'est même pas comme France Inter, où il y a quand même des gens qui non seulement écoutent, mais croient à France Inter. Là, ça a totalement éradiqué les médias traditionnels. L'audience a basculé sur des médias comme celui-là, Joe Rogan. Pic d'audience à, j'ai peur de dire qu'on est 21 millions pour chaque épisode. En Europe, c'est pas beaucoup mieux. Les résultats sont très très variés. Vous allez trouver des pays dans lesquels la population a vraiment confiance dans les médias, notamment les pays scandinaves du nord de l'Europe. On a encore une majorité claire de la population qui croit ce que racontent les médias. Mais alors par contre, tout en bas du classement, on a la France. Et il se trouve que la France, la Corée du Sud et les États-Unis sont sur le podium olympique des pays dans lesquels la confiance envers les médias a disparu. Littéralement disparu. Et ça a des conséquences.
Puis pour le moment, une présence policière plutôt discrète. On a pu voir uniquement un compartiment de police qui était... Ça va bien, oui. Merci à vous, Éléonore Bailly. Et Éléonore, faites attention à vous. On a vu cette image un peu inquiétante de ce rassemblement, donc place de la République. En fait, la haine envers les journalistes est tellement intense, notamment dans les extrêmes. Les seules personnes qui n'ont pas de haine envers les journalistes, c'est les gens qui les croient. Petite minorité de la population, dont j'imagine une large partie d'entre vous font partie. Mais pour le reste, c'est ça la situation. Revenons avec un peu plus de sérieux. En 2022, la date est importante parce que 2022, c'est les Twitter Files, et 2022, c'est la naissance du DSA, le règlement européen qui est censé gérer les contenus sur les réseaux sociaux. Et au départ, ça se passait de façon vraiment tout à fait cordiale et parfaite. Là, je vous ai mis deux tweets illustratifs. On a d'un côté Thierry Breton qui annonce la sortie triomphale du Digital Services Act, et Elon Musk, qui est ravi des différents meetings. Il a eu tout un tas de meetings parce qu'il fallait que les grandes plateformes de réseaux sociaux s'adaptent au règlement européen. Et donc, il avait le règlement européen en preview et il a adapté tout un tas de choses sur Twitter de façon à être conforme au règlement européen, tout comme Facebook, tout comme toutes les grandes plateformes. Et à l'époque, il a eu des propos on ne peut plus clairs. Pour lui, la liberté d'expression sur Twitter doit se faire dans le respect des lois locales. Il est très clair. C'est ça qu'on vous a présenté à la télé comme c'est un libertarien avec une volonté d'imposer la liberté d'expression absolutiste. Alors, absolutiste, c'est vraiment dans le respect des lois. Ce qui est un peu décevant pour un absolutiste, mais en tout cas, ça vous donne déjà une idée du léger cultural gap qu'on a entre la réalité et ce qu'on vous a présenté à la télé. Pas du tout les infos qu'on a eues. Pas du tout, du tout, du tout. Et pourtant, c'est un tweet, hein, j'invente pas. C'est de ne pas faire plus clair. Alors, intéressons-nous maintenant à la façon dont on modère ou on censure les réseaux sociaux depuis un bout de temps en France, depuis grosso modo qu'on arrive à le remonter à travers les Twitter Files dans l'année qui a suivi l'élection de Donald Trump en 2016, fin 2016. Dans l'année qui a suivi, on a commencé à voir des choses. Donc on estime que grosso modo, à partir de 2018, il y a vraiment eu des opérations de censure intensives sur le champ de l'opinion publique américaine. Mais en France aussi. C'est comme ça qu'on est venu à bout des Gilets jaunes. Qui étaient... Non, parce que le Covid, elle nous a fait apparaître une nouvelle race d'enfoirés à censurer, conspirationnistes de la pire espèce. Et qui plus est, il y en avait particulièrement beaucoup en France. Il y avait quand même 41% de la population en France qui n'était pas chaude pour se faire vacciner. Et qui... Alors, les Russes nous dépassent, hein. Ça fait plaisir. On n'est pas les derniers sur ce cas-là, de même que les Grecs nous dépassent en termes de défiance vis-à-vis de la presse. Hein. Donc on n'est pas les derniers, mais on n'est pas loin. On tient la corde avec 41% des Français qui avaient un a priori négatif. Et qui forcément, ces cons, étant persuadés de disposer de la liberté d'expression, n'hésitaient pas à l'exprimer sur les réseaux sociaux. Et paf. Comme plus de confiance dans l'information. Oui, forcément. Plus de confiance dans l'information. On va la chercher dans les réseaux sociaux. On s'exprime et paf. Totalement. Si l'information est corrompue, les gens derrière, c'est n'importe quoi. Mais toujours est-il que ces gens-là se sont exprimés sur les réseaux sociaux et la plupart ont vécu la censure. On a également censuré à la hache les méchants fachos. Et les méchants fachos, là aussi, ça fait du monde. Hein. Beaucoup de monde. Et en fait, on a censuré un nombre de gens absolument colossal. Et le problème, c'est que... J'y viens, c'est la conclusion de mon exposé. Et ça représente tellement de monde que c'est très compliqué à réaliser pour les gens qui, dans mon genre, s'expriment sur les plateaux télé et ont jamais eu la moindre entrave à ma liberté d'expression. Et moi, à titre perso, je me suis rendu compte à quel point l'écrasante majorité de la population française avait été affectée par la censure quand Eugénie Bastier m'a invité à un talk show. Alors, habituellement, un talk show, vous faites le con sur un plateau. Et puis, après le plateau, on commande un taxi, vous rentrez chez vous. Au Figaro, pas du tout. C'est pas comme ça qu'ils font des talk shows. Le Figaro, ils ont un magnifique immeuble près de la rue Lafayette. Comme spectateur pour les talk shows, plutôt que de s'adresser à des agences qui vous amènent des jolies filles qui sont jolies dans le décor,
ils s'adressent à leurs abonnés. Et c'est leurs abonnés qui, l'après-midi, viennent assister à un talk show du Figaro. Autant vous dire que ça ressemble à un goûter chez Angelina. C'est charmant, hein. C'est-à-dire que vous avez à peine fini le talk show, que vous êtes assailli par des petites vieilles qui viennent vous parler, et puis vous voyez l'assistant réel qui commence à servir le thé sur une grande table et poser des petits gâteaux. Tout le monde s'appelle par son prénom, y compris d'autres invités qui sont des réguliers du Figaro Show, du Live Figaro, et qui connaissent les mamies par leur prénom. Les mamies, évidemment, l'appellent par son prénom parce qu'Olivier Babot est quand même à l'âge d'être leur fils, donc c'est absolument charmant. Et je me suis fait assaillir par un groupe de petites vieilles, très propres sur elles, qui toutes, sans exception, avaient connu la censure durant le Covid. La censure durant le Covid. Elles l'avaient vécu. C'est-à-dire pendant le Covid, elles ont exprimé un truc et tout d'un coup, leur compte a sauté, ou le compte de leur petit-fils qui exprimait un truc a sauté, ou celle de leur ami a sauté. Toutes, sans exception, avaient vécu la censure pendant le Covid. 41% d'antivax, 42% qui votent Le Pen au second tour. Et là, j'ai juste 2 groupes qui sont fait censurer massivement la gueule. Les Gilets jaunes, on n'est pas dans cette masse de proportion, mais dans les sympathisants Gilets jaunes, on était à 60-70% à un moment. Tous ces gens-là ont été censurés et vous ne faisiez pas partie de ces gens-là. Moi non plus. Enfin, moi, je suis observateur, donc forcément, je suis allé voir. Mais ils ont été censurés par qui? Par on. Je viens. Un peu de patience, c'est la... Alors la modération ou la censure, c'est vraiment une façon de voir les choses. Modération, c'est la vision française bisounours. Censure, c'est la version américaine. Ils sont très à cheval sur la liberté d'expression, pas nous. Avant le retour de Trump, ça marchait sur 2 jambes. La première, c'est le DSA. Le DSA, c'est une réglementation européenne, ça date de 2022, c'est rentré en application en 2023. Ça procède à une décentralisation totale de la politique de modération auprès des nations européennes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur européenne ou quoi que ce soit. Chacun pour sa gueule, chacun modère comme il veut. Ce qui est, tu en dis beaucoup sur la situation de l'Europe culturelle et politique. Et chaque autorité de régulation, en France, l'ARCOM, nomme des signaleurs de confiance. C'est la terminologie officielle. C'est des shérifs de la liberté d'expression qui choisissent les comptes et les contenus à invisibiliser ou à censurer, selon des méthodologies, et évidemment avec une algorithmie, parce qu'ils vont passer à la main, dont on ignore tout. Ou presque, parce que quand même, quelques idées. Et puis, ils transmettent ces contenus aux plateformes qui s'exécutent, sinon elles se font latter la gueule à coût de 6% de ton chiffre d'affaires annuel et prends ça. Forcément, 6% du chiffre annuel de Facebook, ça représente le PIB de la moitié des pays d'Afrique, donc c'est quand même une grosse somme, très grosse somme. Ça les calme. Ça les a vraiment, vraiment calmés. Du coup, ils s'exécutaient, histoire de ne pas se prendre... Mais pardon, mais ça a été mis en place dans l'idée d'empêcher des propos haineux, des propos racistes. Des propos haineux, des propos racistes, des méchants, des vilains, des pas beaux, des antivax, des complotistes. C'est ça qu'on a entendu. C'est tout à fait ça que vous avez entendu. Et puis, l'autre bras armé de la modération censure, c'est les fact-checkers. Souvenez-vous, les fact-checkers, qui ont disparu, mais ils ont longtemps été là. Les fact-checkers, c'est des gens qui opèrent des arbitrages éditoriaux, c'est-à-dire censure, modération, là encore, sur les grandes plateformes, avec des outils de modération. J'insiste sur le terme outils de modération. En fait, ils invisibilisent ou ils mettent en avant des contenus selon une sélection éditoriale. Ils sont tous issus du journalisme. Ils sont financés par les plateformes, par contre. Mais ils travaillent au sein des rédactions. En tout, il y en a un peu moins de 200 en France, qui est vrai ou faux, Julien Pin, qui est sans doute le plus connu et le plus haï. Vous en avez un peu moins de 200 qui étaient financés par les plateformes, qui travaillaient au sein et qui opéraient sur les plateformes de réseaux sociaux à des ajustements de façon à ne pas vous donner une vision représentative de quoi que ce soit. Pour moi, le fact-checking, c'est plutôt la vérification. Très bonne remarque. On va avoir la réponse précise à ta remarque par Mark Zuckerberg lui-même, qui va intervenir dans cette conférence. Et puis évidemment, il publie des articles à côté desquels vous n'avez pas pu passer, vu qu'ils représentent le peu d'audience qui reste encore dans la presse papier.
Et ils défendent la vérité, avec un grand L majuscule que j'ai oublié, et donnent la chasse aux conspis sur les réseaux sociaux avec des armées plus ou moins bénévoles. Ça, pour ceux d'entre vous qui ont un compte Facebook et surtout un compte Twitter, vous avez vu ces grandes chasses aux conspis où on désigne le méchant et on a tout un tas de crétins qui, au nom de la liberté, vont aller harceler un méchant. Alors, bonne nouvelle cependant, ces gens sont morts, la crédibilité et l'influence des fact-checkers est morte du Covid en 2020. Et alors, pas n'importe quel Covid, hein, celui du pangolin. C'est... Ouais, le tout premier. Il y a très peu de morts dans le monde avec le virus du pangolin, mais les fact-checkers sont tous morts grâce à ça, ou à cause de ça. C'est une question de point de vue. 2024, Trump revient au pouvoir et il déclare la guerre au DSA. Et effectivement, quand on regarde en détail, c'était vraiment une bataille en bonne et due forme. Zuckerberg a imploré Trump de le protéger contre les vilaines amendes du DSA. Ce qui fait que, grosso modo, le rapport de force qui, hier, existait encore entre des pauvres petites plateformes, qui, certes, sont des géants industriels, mais sont des plateformes face à la puissance de la Commission et du Parlement européen, là, on a un rapport de force géopolitique tout bête entre l'Europe et les États-Unis. C'est plus l'Europe qui fout la pression sur les plateformes, c'est les États-Unis. Il a, dans la foulée, viré les fact-checkers au profit de notre communauté. Et pire encore, il est allé s'étendre pour expliquer ce qui s'était passé. Et là, je vous conseille d'ouvrir les oreilles. We're just going to have this system where there's these third-party fact-checkers and they can check the worst of the worst stuff, right? So things that are very clear hoaxes, that there's like, it's not like we're not parsing speech about whether something is slightly true or slightly false, like Earth is flat, things like that, right? So that was sort of the original intent. We put in place the system and it just sort of veered from there. I think to some degree, it's because some of the people whose job is to do fact-checking, a lot of their industry is focused on political fact-checking. So they just kind of veered in that direction. And we kept on trying to basically get it to be what we had originally intended, which is just, it's not, the point isn't to like judge people's opinions. It's to provide this layer to kind of help fact-check some of the stuff that seems the most extreme, but it just, it was just never accepted by people broadly. I think people just felt like the fact checkers were too biased. Mm-hmm. Not necessarily even so much in what they ruled, although sometimes I think people would disagree with that. A lot of the time, it was just what types of things they chose to even go and fact check in the first place. So, I kind of think like after having gone through that whole exercise, it I don't know, it's something out of like 1984, one of these books where it's just like, it really is a slippery slope. Je vous résume. L'idée d'origine était de vérifier les faits, mais ça a dérivé. Le but initial n'a jamais été de juger l'opinion des gens. Ça ressemble à du 1984 et c'est une pente dangereuse. On a remplacé les fact-checkers par des notes de la communauté qui sont bien plus efficaces. Là-dessus, on a vraiment gagné au change. Parce que le nombre de conneries qu'il a fallu fact-checker, comme vous le voyez, j'en ai pris une au hasard, est considérable. Et puis, on a remplacé ça par de l'intelligence artificielle. Où effectivement, aujourd'hui, sur Twitter, vous avez une intelligence artificielle qui est capable de vous orienter dans votre recherche des faits. Et de faire la différence entre des faits et des opinions. Et c'est très efficace pour que... Tristan en convienne, c'est que vraiment, c'est très, très efficace. Tu peux expliquer qui est Tristan pour les gens ? Tristan est... comment présenter Tristan ? L'associé de Rudy. Tristan et Rudy sont les deux personnages iconiques, avec Julien quand même, qui constituent le on. Le on qui est mon final reveal. Bon, évidemment, on a la pression, parce que maintenant que c'est plus l'Europe qui met la pression sur les plateformes, c'est les États-Unis. Donc les États-Unis, ils sont très clairs. Si on censure Twitter, ils se retirent de l'OTAN. C'est ce qu'on appelle un rapport de force. Et évidemment, il y a eu un clash entre Elon Musk et notre ami Thierry Breton. Donc Elon, au début, il était très clair. Il est contre la censure qui ne se passe pas dans un cadre légal. Il est pour la liberté d'expression tant que ça respecte la loi. Un absolutiste, quoi. Vraiment, un fou.
Et puis, si on est prêté un peu attention à ce que racontait Elon, juste avant que ça dégénère et que Trump revienne au pouvoir, il avait quand même accusé la Commission européenne de l'avoir menacé d'une amende si X ne censurait pas de façon parfaitement illégale des contenus. Et secrète. Secrète, oui, secrète. Oui. Bah, sinon, il n'y a pas de complot. Si c'est pas secret, c'est pas un complot, c'est pas drôle. Un vrai complot, c'est forcément secret. Et donc, en gros, ce que Elon dit, c'est l'Europe a essayé de me faire entrer dans une conspiration, d'où l'intérêt de Rudy, de façon à censurer de façon secrète et illégale la liberté d'expression des citoyens européens. Ce qui est flippant, c'est surtout que la presse n'en a pas rapporté un traître mot, alors que c'est juste Twitter, il suffit d'être abonné à Elon Musk, comme 200 millions d'autres individus. Ce à quoi Thierry a répondu « Non, pas du tout. La censure, c'est un buzzword. Les tech bros, c'est que des complots. Et nous, on respecte tout à fait la loi. » En gros, en plus travailler. L'un est en contradiction avec l'autre. Oui, il y en a vraisemblablement l'un des deux qui ment. C'est-à-dire qu'effectivement, le respect des lois ou le fait que c'est des complotistes, il y en a un des deux qui ment. C'est évident qu'il y en a un des deux qui ment. Lequel ? Le suspense est intenable. Et en fait, le suspense ne va pas durer longtemps parce que le 12 janvier, on avait notre ministre du numérique. Alors, c'était un peu ma faute parce que j'avais fait le con dans une émission en balançant le morceau 3 jours avant. Et puis, il y a ce qu'il a commencé à révéler il y a 2 ans à travers les Twitter Files, tout un écosystème de censure dans lequel l'État a pris part. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a du reste très récemment fait un témoignage au Sénat pour assurer qu'effectivement les révélations d'Elon Musk étaient exactes. Et concrètement, quand on parle de censure, on parle de quoi ? D'un écosystème fait d'ONG, de médias, de relais gouvernementaux, notamment au sein du FBI, qui ont censuré énormément de choses, beaucoup de choses pendant le Covid, et puis par la suite qui se sont laissés un peu déborder par l'enthousiasme et qui ont censuré des adversaires politiques. Il y a un spécialiste des réseaux sociaux assez intéressant, Fabrice Ebelfon, qui a expliqué comment en réalité, mais peut-être que vous nous expliquez le contraire. Il expliquait des tas de choses qui n'étaient pas du tout à la hauteur. On reviendra, mais c'était intéressant de voir que le revirement d'Elon Musk, qu'on qualifie maintenant d'ingérence étrangère, en réalité, c'est arrivé quand il a racheté Twitter et qu'il s'est aperçu qu'il y avait des mécanismes de manipulation de la part des démocrates, mais c'est fou. Non, mais c'est pour ça que je vous le dis. On a un énorme problème avec M. Eppelborn, vraiment, je vous le dis. Tout ce qu'il a dit cette semaine dans une émission de service public, et je comprends pas comment on le laisse dire des choses pareilles. Franchement, je suis sidéré. Précisément, avec tout ça, en fait, on a quels outils, nous, en France? Du coup, ça avait fait 15 millions de vues sur Twitter. Et il était impératif que la ministre vienne mettre les choses au clair sur ce qu'était la réalité de la modération, que des complotistes dans mon genre déblatérer à la télé pour raconter des choses pas bien. Ce qu'on demande aux entreprises aujourd'hui, je l'ai fait avec Meta la semaine dernière, quand les changements ont été annoncés, je convoquerai les autres plateformes dans les prochains jours. Ce n'est pas de pouvoir nous assurer qu'ils vont utiliser tel ou tel outil pour modérer leur contenu, c'est de nous assurer qu'on a sur ces réseaux sur lesquels des millions de Français se connectent tous les jours, des outils qui nous permettent de nous assurer que les opinions, qui seraient de fausses opinions, peuvent être sorties de la plateforme. Vous avez dit quelque chose là, qui je suis sûr fait réagir des gens qui regardent la télé, des fausses opinions. Des fausses... Pardon, mais c'est terrible d'avoir dit ça. Information. Vous comprenez pourquoi c'est terrible de dire fausses opinions? Et oui, Clara, c'est terrible, d'autant plus que l'utilisation du mot « des outils » qui résonne bien avec les outils qui étaient à disposition des fact-checkers, qui ont été virés, donne quand même une petite idée de qui ment. Et surtout, il donne une petite idée de pourquoi les Américains pètent un câble. Parce que c'est une démocratie, les États-Unis. Il faut les comprendre aussi. Ils sont à cheval sur des principes complètement désuets. Mais les Américains étant les Américains, l'Empire contre-attaque, nécessairement. Et tôt ou tard, il va arriver sur nos écrans. Coup de bol, c'était cette semaine. J'ai refait toute ma conf. C'était cette semaine et c'était projeté à l'Assemblée nationale. Et c'était juste fantastique, le reveal final de comment ça se passe en vrai, tout ça, toute la censure. Eh ben, il suffit de demander. Et puis encore une fois, dans un second temps, on va réduire les contenus qui ne violent ni la loi française. Vous savez qu'on a 2 grilles de lecture pour revoir les contenus selon YouTube. On a la loi française
et les conditions d'utilisation, le règlement de la communauté sur la plateforme. Et parfois, on n'est pas en capacité de supprimer des contenus qui sont potentiellement nuisibles ou qu'on ne souhaiterait pas voir recommandés, mais qui ne franchissent ni la ligne de la loi française, ni nos conditions d'utilisation. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est de réduire la viralité et la visibilité de ces contenus en ne les recommandant plus. Et donc, dans un certain nombre de cas, c'est ce qu'on fait. On le fait de manière transparente. Vous savez que de toute façon, le DSA, le règlement sur les services numériques, nous oblige à le faire à chaque fois que c'est mis en œuvre. Et on n'hésite pas à le faire lorsque c'est nécessaire. Alors, une vision très personnelle de la transparence, hein. Mais toujours est-il que réduire des contenus qui ne violent pas la loi, c'est, comme qui dirait, pas légal. Enfin, si on en croit la CEDH ou la Déclaration des droits de l'homme ou ces conneries comme ça, hein, mais enfin, c'est le principe à la con des démocraties. Mais c'est pas légal. Et puis là, on a... Ces règles, elles sont macro, mais comment on rentre un peu plus dans le micro? Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'instances avec lesquelles nous sommes en interaction. Nous avons notamment l'ARCOM, c'est normal, qui est notre coordinateur national. Nous avons hérité du groupe de contact permanent, mais qui n'est plus réuni, ou si ce n'est quand il y a des crises, et c'est plutôt piloté côté ministère de l'Intérieur. Et puis de crise en crise, ou de ça, nous avons tel ou tel ministre qui souhaite nous convoquer pour nous demander des comptes et nous dire de retirer tel ou tel contenu en dehors des cadres d'ailleurs que je viens de décrire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc nous avons donc bien affaire à un complot, en bonne et due forme, et on peut répondre enfin à cette question. Lequel des deux se fout de notre gueule? J'ai envie de vous dire que c'est quand même tiré.